Bien, merci à vous. Monsieur le rapporteur Tavel, pouvez-vous nous présenter la proposition de loi constitutionnelle visant à modifier les conditions du déclenchement du référendum d'initiative partagée? Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je veux d'abord remercier le personnel de l'Assemblée et singulièrement l'administratrice qui m'a accompagné et appuyé dans les auditions que nous avons menées et l'élaboration du rapport sur cette proposition de loi constitutionnelle qui vise effectivement à modifier les conditions de déclenchement de la procédure dite de référendum d'initiative partagée. L'article 3 de notre Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, nous, et par le référendum. C'est bien donc de souveraineté que nous discutons et c'est bien la souveraineté que, par cette proposition de loi constitutionnelle, nous proposons de renforcer en faisant du texte constitutionnel non seulement un texte, mais un texte vivant, c'est-à-dire qui peut être effectivement mis en pratique pour que nos citoyens puissent pleinement bénéficier des droits qui y sont proclamés. Près de 15 ans après la révision constitutionnelle de 2008, le bilan du référendum d'initiative partagée n'est pas satisfaisant. C'est le moins que l'on puisse dire et je pense que nous pouvons tous en convenir. L'article 11 de la Constitution, modifié en 2008, prévoit en effet une procédure permettant de soumettre au référendum une proposition de loi portée par 1/5 des parlementaires, soutenue par 1/10 des électeurs, si cette proposition n'a pas été examinée par le Parlement. Mais le référendum d'initiative partagée est resté largement lettre morte. À ce jour, une seule proposition de loi a fait l'objet d'une campagne de collecte de signatures dans ce cadre. Il s'agit de la proposition de loi qui visait à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris, co-signée par plus de 185 parlementaires donc, et qui avait ensuite recueilli plus d'1 million de signatures de nos concitoyens en 2019. Cette procédure, pourtant, ce chiffre de 1 million n'a pas été suffisant pour aller au bout de la procédure de référendum d'initiative partagée, car cette procédure est quasiment impossible à mettre en œuvre avec les seuils qui sont exigés actuellement par la Constitution. De surcroît, cette procédure ne peut pas aujourd'hui être lancée à l'initiative des citoyens, mais seulement à l'initiative des parlementaires. Les citoyens ont seulement la possibilité de soutenir une proposition de loi déposée au préalable par des députés et sénateurs. Il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, puisque le mouvement débutait le 17 novembre 2018, les Gilets jaunes ne s'y étaient pas trompés, et ils avaient fait, aux côtés des revendications sociales, de la question du référendum d'initiative citoyenne une de leurs revendications centrales, sous diverses formes, dans leur mouvement référendum abrogatif, législatif, constituant, révocatoire. Et au cours des auditions que nous avons effectuées, l'une des figures majeures de ce mouvement, Jérôme Rodriguez, que j'ai auditionné, souligne l'intérêt du dispositif de référendum d'initiative citoyenne, mais aussi partagée, pour, dit-il, redonner de la voix à la France silencieuse et réintéresser nos concitoyens à la chose et au débat public à l'heure où l'abstention progresse. La révision de la procédure de référendum engagée en 2019 à la suite de ce mouvement, sur la base d'un projet de loi porté par le gouvernement de l'époque, sans aller aussi loin que ce que proposaient les Gilets jaunes, constituait un premier pas vers une plus grande effectivité du dispositif de référendum d'initiative partagée, mais elle n'a malheureusement pas été discutée, pas même dans cette commission. Alors, la présente proposition de loi que je défends et que nous proposons avec l'ensemble des collègues du groupe de la France Insoumise, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, reprend 2 des dispositions de la réforme de 2019. D'une part, elle abaisse le nombre de soutiens parlementaires et citoyens requis pour le déclenchement de la procédure. Nous proposons que désormais, il s'agisse d'1 million de citoyens au lieu de 4,7 millions et de 10% des parlementaires, soit 93 au lieu de 185 actuellement. D'autre part, notre proposition permettrait aux citoyens d'être aussi à l'origine de la procédure et pas seulement en soutien de l'action des parlementaires. C'est donc la création d'un droit à l'initiative citoyenne qu'il vous est proposé de créer.
La proposition ne remet pas en cause le principe d'un contrôle par le Conseil constitutionnel sur la proposition de loi qui serait soumise au référendum, et elle ne modifie pas non plus le champ d'intervention par souci de cohérence avec l'article 11 actuel. Mais elle donne le droit aux citoyens de s'emparer de la procédure avec cette fois-ci une réelle possibilité de succès grâce à des seuils qui restent exigeants, mais qui deviennent beaucoup plus raisonnables et atteignables. Alors l'article 11 de notre Constitution prévoit déjà qu'une loi organique fixe les conditions de mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, et cette loi organique aurait naturellement vocation à être révisée si cette proposition était adoptée. Pour préciser un certain nombre de sujets, le délai de la collecte des signatures citoyennes et parlementaires, la temporalité du contrôle du Conseil constitutionnel ou encore le soutien technique apporté aux citoyens dans la rédaction de leurs propositions de loi. Mais allons au cœur du débat. Le référendum fait encore trop souvent l'objet d'un mauvais procès. Je veux donc revenir sur quelques avantages qu'il présente, et notamment dans sa forme de référendum d'initiative partagée, et sur lesquels sont revenus plusieurs des intervenants que nous avons auditionnés, juristes, professeurs de droit public et constitutionnel, politistes, mais aussi figures du mouvement des Gilets jaunes. En effet, cette démarche permettrait de remettre le citoyen au cœur du débat public et de préserver le référendum du risque de dérive plébiscitaire en faisant qu'il puisse advenir par d'autres que par la simple volonté du président de la République. Il s'agirait de briser en quelque sorte le monopole actuel. Le cas échéant, si le processus aboutit à l'organisation d'un référendum, il permettrait donc une expression directe, plus fréquente, de la souveraineté nationale en dehors des seules phases d'élection, et par son caractère partagé entre citoyens et parlementaires, il permettrait de rapprocher les parlementaires que nous sommes et les citoyens à l'heure où l'antiparlementarisme se répand et où la défiance règne souvent entre représentants et représentés. On peut considérer que la participation directe des citoyens à la délibération et à la décision par le biais de ces référendums est aussi de nature à améliorer l'acceptabilité, la légitimité des mesures qui en découlent, et donc de répondre plus efficacement aux enjeux, aux grands enjeux politiques, aux grands enjeux environnementaux, aux grandes transformations qui sont devant nous quand on voit l'évolution de la situation tant au plan international que climatique, par exemple. C'est là une remarque absolument cruciale qui a été soulignée par plusieurs des intervenants. Pour asseoir la légitimité de ces décisions, dont on sent bien qu'elles font débat et qu'elles doivent chercher des majorités parfois transversales à celles que peut donner la représentation à travers le mécanisme des élections législatives ou sénatoriales, singulièrement déformées par le scrutin majoritaire. Enfin, le référendum d'initiative partagée ne tire pas sa valeur du seul fait qu'il permettrait l'expression citoyenne le jour du vote. Il peut aussi, il sera aussi, au service d'une démocratie continue, délibérative, complémentaire de la démocratie directe du vote lui-même et de la démocratie représentative qu'il n'est nullement question de remettre en cause avec ce texte. La campagne de collecte de signatures, puis le cas échéant, la période précédant le référendum ont vocation à être des moments de délibération citoyenne, de débat public, qui permettent ensuite à la nation de se prononcer librement, souverainement, en étant éclairée. Pour certains, la présente proposition de loi pourrait paraître trop timorée. Pour ma part et pour celle de mes collègues, nous y voyons l'occasion de faire, par la réforme de la Ve République, œuvre commençante de Sixième République, pour paraphraser Jean Jaurès. Surtout, la proposition que nous portons se veut efficace. Elle se veut significative, elle l'est, mais elle se veut aussi acceptable par l'ensemble des groupes politiques qui composent notre Assemblée, et c'est bien dans cet esprit que nous avons travaillé. Rappelons à ce titre qu'il s'agit de dispositions, le référendum d'initiative partagée introduite sous la présidence de Nicolas Sarkozy, que la révision constitutionnelle qui avait été proposée et dont nous nous inspirons vient du premier mandat d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Édouard Philippe, et que les partis politiques qui se sont emparés de cette initiative, qu'il s'agisse
de celle de 2019, ou plus récemment celle qui n'a pu aboutir, sont représentés dans les partis qui constituent la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est donc un très large champ du spectre de notre Assemblée et de la population française, je crois, qui est d'accord sur le principe. Voilà, je formule donc le souhait que nous puissions adopter cette proposition de loi sans attendre une hypothétique révision constitutionnelle à venir, dont le calendrier, les modalités ne sont à cette heure pas connus, et alors que la précédente, celle de 2019, est restée au stade de projet de loi non discuté, pas même en commission. Je vous invite donc à voter ce texte pour ne pas repousser à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui et pour ouvrir un droit nouveau à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate. Merci, monsieur le président. Bon, la France fait face aujourd'hui à une vraie crise de confiance des citoyens envers leurs représentants politiques. Tous appellent de leur vœu une meilleure écoute et plus grande considération de leur opinion de notre part, représentants que nous sommes. On a un mouvement paradoxal entre un sentiment d'avoir des Français qui n'ont jamais eu autant envie de participer, de donner leur avis, et ce constat qu'on n'a jamais eu autant de Français aussi qui n'allaient pas voter. Et nous devons trouver des éléments de réponse à cette injonction paradoxale. Alors, dans le même esprit que le référendum initiative, le référendum initiative partagée est une avancée majeure pour notre démocratie, en ce qu'il permet une nouvelle forme de participation à la vie politique et démocratique pour nos concitoyens. Alors, depuis le 1er janvier 2015 et à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est la possibilité de soutenir une proposition de loi référendaire est plus simple, mais elle reste compliquée. Et dans une décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a dressé un bilan de la première mise en œuvre de la procédure de ce référendum. Il l'a jugé dissuasive et peu lisible pour les citoyens. Les sages du Conseil constitutionnel pointent du doigt différentes failles constituant un frein à son déploiement. Le nombre de soutiens des citoyens à atteindre est très élevé. L'absence dans la législation actuelle d'organisation d'un débat public une fois les 4,7 millions de signatures atteintes, et le rôle des partis politiques dans les opérations de recueil des soutiens n'est même pas du tout précisé. Alors oui, le constat est clair, la procédure est aujourd'hui difficile à mettre en œuvre. Oui, le groupe démocrate considère que le référendum d'initiative partagée doit évoluer. Et sur ce sujet, nous ne remettons pas en question la nécessité de transformer cette procédure afin de lui donner l'ampleur qu'elle mérite. D'ailleurs, le président de la République l'a précisé, il a dit sa volonté d'aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée en simplifiant les règles. Permettez-moi quand même quelques réflexions sur le sujet qui nous occupe. Le sujet qui nous occupe n'est pas uniquement le référendum d'initiative partagée. Le sujet qui nous occupe, c'est comment on articule démocratie participative et démocratie représentative. Et de nombreux éléments, de nombreuses pistes de réflexion existent. Moi, j'invite tout le monde, petite publicité, à lire le rapport Bernasconi qui a été fait dans le mandat précédent, rapport sur lequel j'ai travaillé, mais ce n'est pas pour ça que je vous dis de le lire. C'est tout simplement... Non, mais ça n'a rien à voir. C'est que le travail a été remarquablement fait de voir quelles étaient les pistes pour avancer. Et les pistes, quand on les regarde, elles ne sont pas uniquement sur cette idée que vous avez. Ça ne peut pas fonctionner, et je crois même que ça serait contre-productif de se concentrer uniquement sur le RIP et sur le RIC, le référendum d'initiative partagée, et le référendum d'initiative citoyenne. Juste un mot, parce que peut-être qu'on en reparlera. La question du référendum d'initiative citoyenne, qui peut paraître une idée séduisante, est une idée pour moi assez dangereuse. En réalité, on oublie un sujet, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un porte un référendum d'initiative partagée ou un référendum, avant qu'il soit décidé par le peuple, il y a un certain nombre de représentants de la nation qui ont souhaité le porter et qui ont posé la question au peuple. Et en posant cette question, ils en sont quelque part responsables. Mais moi, je vous pose une question aujourd'hui. Qui serait responsable ? Qui serait le responsable de la décision d'un référendum d'initiative citoyenne ? Le peuple entier ? Donc on serait tous responsables d'une erreur que l'on pourrait faire collectivement.
Et ça, c'est un vrai problème, parce que le secret de ce qui fait notre démocratie, c'est justement cette idée que nous avons des représentants, et que les représentants, sans mandat impératif, ont une responsabilité dans le travail qu'ils effectuent au quotidien. Merci, Monsieur Balanant. Monsieur Gilles Legendre pour le groupe Renaissance. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi... Ah oui, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle qui nous est présentée a deux intentions. Une intention visible, à laquelle le groupe Renaissance peut aisément souscrire, et une intention cachée qui nous empêchera de voter ce texte. Oui, chers collègues, les dispositions actuelles du référendum d'initiative partagée rendent cet instrument de facto inutilisable. Les seuils qui l'encadrent, 1/5 des parlementaires, 10% des électeurs, sont trop élevés. Procédure dissuasive et peu lisible, déplorait le Conseil constitutionnel dans une décision de 2020. Oui, chers collègues, notre démocratie souffre d'une grave crise de confiance dont l'abstention est le symptôme le plus visible. Cette crise requiert des réponses fortes. Donner la parole aux citoyens plus souvent et plus facilement en est une parmi beaucoup d'autres. C'est une voie que notre majorité avait elle-même préconisée lors du précédent mandat. Et pour que les choses soient claires, oui, chers collègues, notre proposition non seulement reconnaissait, elle aussi aux citoyens, l'initiative d'un référendum, mais elle fixait des seuils identiques à ceux qui nous sont présentés aujourd'hui, 1/10 des parlementaires ou 1 million d'électeurs. Pourtant, chers collègues Tavel, je vais vous décevoir, car en dépit de vos efforts, l'intention cachée de votre texte n'échappe à personne. Cette proposition ressemble à une sorte de Canada Dry constitutionnel. La couleur, la saveur, l'odeur du référendum d'initiative partagée, mais la recette du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC concocté dans les alambics du druide Mélenchon. Ce n'est pas le fait d'ouvrir l'initiative d'un référendum aux citoyens qui pose un problème, au contraire, mais le fait que votre texte autorise une concurrence délétère entre le pouvoir nouveau qui leur serait ainsi reconnu et celui de la représentation nationale. Interdire ou imposer une disposition en cours de discussion au Parlement, avec vous, ce serait permis, avec nous, non. Revenir sur une loi normalement votée et non encore promulguée, avec vous, permis, avec nous, non. Abroger des dispositions promulguées 1 an plus tôt, avec nous, permis, avec nous, non, il faudrait attendre 3 ans. Réciproquement, nous interdisions au Parlement de revenir durant la même législature sur une loi adoptée par un référendum d'initiative partagée. Nous voulons donner à nos concitoyens le droit de proposer, vous leur accordez le droit d'abroger. Nous croyons aux vertus de la démocratie participative et aux moyens de la développer, mais nous ne voulons pas qu'elle abîme la démocratie représentative. Le groupe Renaissance ne votera donc pas cette proposition, et pour une seconde raison avec laquelle je vais conclure mon propos, revitaliser notre démocratie, redonner du souffle à nos institutions sont des objectifs que nous partageons tous ici, mais ils exigent une réforme complète, cohérente, systémique et non saucissonnée au gré d'initiatives dispersées. Ce sera l'objet de la commission transpartisane sur les institutions que le président de la République lancera dans les prochaines semaines. Assurément, un référendum d'initiative partagée réinventé devra figurer au menu de ces travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Legendre. Madame Gisèle Lelouis pour le groupe Rassemblement national. C'est plein d'espoir pour eux. Fonctionner. Désolé. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comme vous le savez, le Rassemblement national a toujours voulu renforcer la démocratie en donnant plus de parole au peuple. Or, l'esprit de la Ve République et du référendum a disparu. Le processus référendaire avait un sens, celui de soumettre toute question importante à la souveraineté populaire. Il engageait dans le passé le président, qui ne craignait pas le verdict des urnes et en tirait avec honneur les conséquences du suffrage. Les référendums ont tous suscité une importante participation du corps électoral. La pratique référendaire sous le président du général de Gaulle était courante puisque pas moins de 4 référendums ont été tenus pendant les 10 ans de sa présidence. Pendant les 52 ans qui ont suivi, seulement 5 référendums, dont 3 sur l'Union européenne, ont eu lieu.
Mais voilà, la pratique du référendum est plus facilement à l'initiative du président de la République, qui ne l'utilise plus, alors même que la crise de défiance et de dépossession de l'électorat augmente. Le recours au référendum devrait donc être une pratique plus fréquente, comme sur les grands sujets de société, engageant notamment notre Constitution. Comme vous l'expliquez si bien, il est aujourd'hui trop complexe de faire soutenir un projet de référendum d'initiative partagée par de trop nombreux élus et citoyens. Et nous estimons que l'on peut très bien se passer de l'avis des parlementaires pour éviter, comme vous, de proposer encore. Il téléguide cette proposition. L'exercice serait alors plus direct, car le soutien populaire, en revanche, n'est pas négociable. La barre de 4,5 millions de citoyens étant trop élevée, il paraît plus pertinent de l'abaisser à 500 000 signatures de Français inscrits sur les listes électorales, ce qui reste déjà élevé. Cette révolution référendaire donnerait ainsi plus de pouvoir aux Français. Nous proposons au Rassemblement national que la méthode du RIC permette de déclencher un référendum afin d'instaurer une nouvelle loi, de modifier et d'abroger une déjà existante. Par ailleurs, dans le cas où il s'agit d'un nouveau texte et qu'il est validé par le vote des Français, seul un nouveau référendum pourrait le modifier en revanche. S'il est rejeté par les votants, il ne pourrait plus être proposé durant 15 ans. De plus, des sujets peuvent être anticonstitutionnels et des choses peuvent ne pas être souhaitables d'un point de vue juridique ou même éthique. Des thèmes comme la force de dissuasion nucléaire et des intérêts vitaux des Français seront ainsi automatiquement exclus pour éviter les abus. Abus dont votre proposition de loi ne parle pas, probablement car, justement, vous comptez en abuser. Comme il est écrit par le rapporteur, votre proposition de loi est trop mesurée par rapport aux attentes des Gilets jaunes qui demandaient un référendum d'initiative citoyenne et non, comme vous le proposez, une semi-amélioration du référendum d'initiative partagée. L'idée d'améliorer la démocratie par le référendum est bonne. Alors nous ne voterons pas contre votre proposition. En revanche, le fait que vous vous éloignez trop du RIC et d'une démocratie plus directe ne peut nous permettre de voter pour. Pourquoi ne pas être plus ambitieux dans votre proposition alors que le rapporteur cite lui-même le modèle italien comme plus souple? Pourquoi faire en soi une demi-proposition? Alors le courage d'aller au bout et nous la voterons. Aussi, vous comprendrez que le groupe Rassemblement national s'abstiendra sur cette proposition de loi constitutionnelle tant qu'elle n'est pas assez poussée, malgré une réflexion intéressante. Madame Raquel Garrido pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est l'heure d'entendre les voix qui montent dans le pays pour plus de pouvoir citoyen, pour davantage de démocratie. Nous sommes le législateur. Nous avons donc le pouvoir de voter des lois, c'est-à-dire définir ce qu'est la volonté générale. Mais ce pouvoir est drastiquement limité, collègues, et pas par l'intervention citoyenne, comme prétend le craindre l'orateur de Renaissance. Notre pouvoir législatif est drastiquement limité par l'exécutif. C'est cela la réalité constitutionnelle dans laquelle nous vivons. On l'a vécu ces jours-ci avec le 49.3. Vous l'avez vu, cet article permet de considérer comme adopté un texte qui ne l'a pas été. Et même à l'inverse, et vous l'avez vécu comme nous tous ici, il permet même d'annuler des votes, des textes qui, eux, effectivement, ont été votés à la majorité. Donc le 49.3 est une brutalité démocratique que les Français d'ailleurs déplorent, réprouvent, mais ce n'est pas la seule. Il y en a une autre qui est plus pernicieuse. C'est le contrôle de l'ordre du jour. Parce que vous savez très bien, et la preuve en est, c'est que nous sommes dans le cadre aujourd'hui d'une niche qui est un petit espace restreint où nous, les parlementaires, avons l'initiative de la loi. La réalité, c'est que c'est l'exécutif qui contrôle notre ordre du jour. Et ce qui est intéressant, collègues, c'est qu'en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy, ce n'est pas les Insoumis, c'est Nicolas Sarkozy, qui a cette idée de référendum d'initiative partagée, alors que fait-il à ce moment-là? Il donne la possibilité aux citoyens, par cette voie de pétition, de venir nous aider, nous, le législateur, à modifier l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui vient s'affronter à nous ou à nos prérogatives, c'est tout l'inverse. Ça vient nous aider et alimenter notre propre capacité de législateur à pouvoir exister dignement face à l'exécutif.
Les Français ont très bien compris la logique de la Ve République. Ils ont compris son essence monarchique. Ils savent que dans la Constitution de 1958, le président concentre énormément de pouvoirs gouvernants, mais qu'il est irresponsable au sens constitutionnel, au sens juridique de ce terme. La responsabilité politique, c'est une notion qui existe dans la plupart des pays démocratiques. Les personnes qui gouvernent, c'est-à-dire qui ont le pouvoir de prendre des décisions pour les habitants, rendent compte de ce pouvoir-là devant souvent le Parlement, mais aussi parfois, et ça existe dans de nombreux pays, devant les citoyens eux-mêmes, dans les pays où il existe, je trouve ça fantastique, le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Alors, cette volonté générale en France se heurte au mur de l'Élysée. Les Gilets jaunes l'ont compris, ça a été dit par tous les orateurs, mais il ne s'agit pas aujourd'hui d'obtenir ou de mettre en œuvre ce référendum d'initiative citoyenne qui a été revendiqué par les Gilets jaunes. Il s'agit de mettre en œuvre une réforme proposée par qui? Par vous, les macronistes. Vous avez d'ailleurs, chers collègues, commencé votre intervention en disant que vous étiez d'accord avec la proposition de modification du seuil et des modalités pour élargir le recours à ce référendum d'initiative partagée. Je considère que dans la mesure où nous sommes d'accord, nous devrions quasiment arrêter la discussion. C'est consensuel entre nous. Alors pourquoi essayer de trouver des désaccords là où il n'y en a pas? Je termine en disant que nous avons déjà ce matin organisé une avancée constitutionnelle avec l'intégration de l'IVG dans la Constitution. Nous l'avons fait ce matin. Eh bien, continuons sur cette belle lancée. Il faut continuer d'améliorer notre Constitution. La souveraineté, chers collègues, c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Les Français veulent la souveraineté, veulent la démocratie. Nous devons l'entendre. Monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, la réforme constitutionnelle de 2008 a donné ou a essayé de donner plus de pouvoir au Parlement et aux citoyens, notamment en permettant théoriquement de mettre en œuvre un référendum d'initiative partagée. Si l'intention était probablement louable, force est de reconnaître qu'aucun référendum d'initiative partagée ne pourra jamais être organisé en France pour des raisons qui ont été exposées et que notre collègue Legendre, d'ailleurs, tout à l'heure, a reconnu lui-même, s'agissant du très grand nombre de signatures de parlementaires qu'il faut rassembler, on aurait pu rajouter un passage devant un conseil constitutionnel qui exerce un contrôle scrupuleux, une collecte de parrainage exorbitante, mais aussi un contournement possible de l'organisation du référendum si un vote est organisé sur le texte au Parlement. Cet outil qui a été mis en place en son temps ressemble à s'y méprendre à un parcours d'obstacles, et quand on institue un simulacre de démocratie participative, on accroît la défiance de nos concitoyens et on recueille finalement le résultat inverse à celui que l'on prétendait rechercher. Lorsque nous produisons des règles qui laissent croire que nous impliquons nos concitoyens, quand manifestement nous faisons l'inverse et que nous les écartons, il ne faut pas s'étonner du désintérêt qu'ils peuvent ressentir à l'égard de nos institutions, et les 46,23% de participation aux élections législatives en sont un élément de preuve. Nos concitoyens ne se sentent plus représentés. Pourquoi en serait-il autrement? Puisque, une fois leur devoir électoral accompli, ils retournent d'une certaine manière à leur impuissance citoyenne entre deux séquences électorales. Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui aspireraient à pouvoir contribuer à la fabrique de la loi, comme le prévoit d'ailleurs l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants évidemment, à sa formation. Et c'est notre rôle en tant que responsable politique de redonner à chacune et à chacun le goût de la démocratie, le goût du débat, le goût de la délibération, et surtout par ces moyens-là, retrouver la confiance dans nos institutions. Lors du grand débat national organisé par le président Emmanuel Macron, il a été clairement exprimé une demande assez forte, je crois, de démocratie participative. Et selon certains sondages effectués et réalisés à l'époque, près de 75% de la population était même favorable à la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne cette fois-ci. Alors, notre groupe est partagé sur ce référendum d'initiative citoyenne, mais ça n'est pas l'objet de cette PPL, puisque nous préférons que les parlementaires soient associés à toute forme d'initiative en la matière. Lors des débats que nous avons pu avoir sur la réforme constitutionnelle, nous prônions donc une amélioration de l'outil référendaire et notamment sa transformation en véritable outil au service de la démocratie directe, avec pour objectif de placer les parlementaires et les citoyens d'une certaine manière à égalité, une sorte de RIP inversé avec des seuils plus atteignables.
C'est donc sans surprise que nous soutenons cette proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les constituants de 1958 ont fait le choix d'une démocratie représentative, mettant en jeu une majorité et une ou des oppositions. Elle permet de relayer ainsi, structurer les débats qui animent notre société selon des procédures claires et surtout un mode de désignation qui assoit la légitimité de ceux qui font la loi, le suffrage universel direct. Ce mode de fonctionnement nous permet aujourd'hui de discuter d'un très large éventail de sujets, d'opinions souvent divergentes, mais aussi de clôturer ces discussions sur des compromis raisonnables. C'est une condition de la stabilité et de l'efficacité de notre démocratie. Rappelons que c'est le rôle et le devoir des parlementaires, notre rôle et notre devoir, que d'échanger avec les Françaises et les Français pour porter leur voix ici, dans l'enceinte du Parlement. C'est le principe même qui fonde la démocratie représentative. Mais il faut bien reconnaître que ce modèle actuel de démocratie représentative souffre. D'une part, parce que la participation aux élections recule, et d'autre part, parce que les interrogations de nos concitoyens sont de plus en plus nombreuses et le besoin de participer directement à la vie de la nation se fait plus vif. Alors oui, il était nécessaire d'instaurer des mécanismes de démocratie directe pour que les citoyens puissent être davantage associés aux débats nationaux par un mécanisme institutionnel encadré. C'est l'objectif que cherchait à atteindre la réforme constitutionnelle de 2008 qui a instauré ce référendum d'initiative partagée. Mais ce mécanisme ne saurait opposer les souverainetés. Il n'est pas sain que la représentation nationale puisse corriger ce qu'a voté le peuple et inversement. Nous sommes ainsi favorables à ce que les conditions de recours au référendum d'initiative partagée soient assouplies, mais cela doit se faire dans le respect des prérogatives de chacun et implique donc l'instauration d'une limitation dans le temps. Ainsi, comme la réforme constitutionnelle de 2019 le prévoyait, la proposition ne devrait ni avoir pour objet ou pour effet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins de 3 ans, ni porter sur le même objet qu'une disposition introduite au cours de la législature et en cours d'examen au Parlement ou définitivement adoptée par ce dernier et non encore promulguée. Alors, constatant le manque de réalisme du dispositif initial, réformer les conditions de recours au référendum d'initiative partagée pour le rendre plus accessible, oui. Néanmoins, cela doit se faire dans le cadre d'une réforme des institutions plus globale pour renouveler le fonctionnement de notre démocratie dans ses règles et ses pratiques. Le renforcement de la participation citoyenne ne saurait s'entendre uniquement par la modification des conditions de recours à ce référendum. Nous pourrons donc voter cette proposition de loi en l'état et souhaitons que ce sujet soit à l'ordre du jour d'une discussion transpartisane afin de repenser plus globalement notre fonctionnement institutionnel et démocratique. Merci Madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Le groupe GDR-NUPS votera en faveur de cette proposition. Les collègues dressent chacun avec leurs mots le constat d'une démocratie représentative en crise. Ce qui est sûr, c'est qu'au travers du rapport que nous pouvons avoir avec les habitants de nos circonscriptions, ou que ce soit au regard des participations aux élections, nous pouvons chacun avoir un regard et une appréciation de ce constat. En revanche, ce que nous croyons profondément, c'est que l'aspiration à la démocratie est extrêmement forte dans notre pays et que la concentration des pouvoirs, l'exercice du pouvoir depuis un certain nombre d'années, eh bien, éloigne les citoyens de la prise de décision. Donc l'enjeu, à nos yeux, pour donner du souffle à tout ça, et je ne parle même pas de notre volonté d'une 6e République, d'un système de délibération beaucoup plus permanent, mais en tout cas, pour donner du souffle, il faut du partage de la prise de décision et des pouvoirs, évidemment, à minima. L'hyper-présidentialisme qui s'est hyper-présidentialisé ces dernières années, évidemment, ma collègue a parlé du 49.3, tout cela ajoute à l'essoufflement, au grippage de la démocratie représentative. Et d'ailleurs, il y a des mouvements ces dernières années qui sont venus réinterroger de manière assez frontale ce système de démocratie représentative. J'en cite 2, il y en a d'autres. Je pense plus pour ma génération à Nuit debout, mais également aux Gilets jaunes, avec une volonté beaucoup plus directe dans cette démocratie. Je crois que nous ne pouvons plus circonscrire, comme ce fut le cas, et encore, je ne sais pas si c'était le seul cas, le vote à l'élection de personnes, et que nous devons accroître la participation citoyenne en dehors des moments électoraux. Alors, notre Constitution, elle inclut déjà un dispositif intéressant, le RIP. On a pu
voir aussi à quel point il était difficile pour pouvoir s'exercer, pour ceux qui, comme moi, ont milité pour un RIP en faveur, enfin, pour pouvoir avoir un référendum sur la privatisation aéroport de Paris. C'est effectivement un système extrêmement difficile d'accès, un seuil trop restrictif, et ça fait finalement un vernis démocratique qui ne saurait cacher ou réparer les fondations de notre démocratie. Je crois qu'en démocratie, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas prétendre donner des outils aux citoyens, mais rendre ces outils inaccessibles. C'est en fait un jeu extrêmement dangereux, et je crois qu'en tant que parlementaire, l'idée qu'on pourrait intégrer une démocratie sans peuple devrait nous interpeller extrêmement fortement. Vous parliez, Monsieur Legendre, de la démocratie participative et du fait qu'on pouvait la faire de différentes manières. J'espère évidemment que vous ne parliez pas, par exemple, des 400 000 pages de doléances du grand débat national qui aujourd'hui prennent la poussière. J'espère que vous ne parliez pas non plus de la Convention citoyenne dont seulement 90% des recommandations ont été accordées, et encore c'était les 10% que vous aviez déjà prévu de faire. J'espère que ce n'est pas ça, évidemment, dont vous parlez quand vous proposez évidemment une démocratie participative plus accrue. Alors, puisque j'imagine que ce n'est pas ça dont vous parliez, je me fie à ce qu'avait dit le président de la République, puisque lui-même avait dit on peut abaisser à 1 million de signataires pour permettre de rendre plus effectif et plus sincère la démarche du RIP, plus sincère, car accessible. Donc, les collègues de la France Insoumise, je pense qu'ils ne se cachent pas, on ne s'est pas caché dans des campagnes communes de vouloir une 6e République. On propose là une mesure plus acceptable par tout le monde, mais visiblement, vous avez du mal avec la démocratie. Bon, merci beaucoup. Monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je serai assez synthétique. Il y a quelque chose dont on est, je pense, tous persuadés dans cette salle, c'est que la consultation citoyenne aujourd'hui dans notre pays ne fonctionne pas suffisamment. Et on l'a vu à l'occasion du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris. Quelle que soit la position des uns et des autres, on a vu qu'il était extrêmement compliqué aujourd'hui d'arriver à un RIP. Je faisais partie, comme notre collègue précédente, de ceux qui pensaient qu'il fallait consulter les Français, quelle que soit notre position, pour savoir si on devait ou non privatiser les aéroports de Paris. Pour ceux qui ont fait la mobilisation dans les circonscriptions pour faire signer finalement les citoyens, d'abord le processus est extrêmement complexe. Pour qu'un citoyen qui souhaite un référendum puisse voir sa signature enregistrée, c'est extrêmement compliqué. Et 4,7 millions de citoyens qui doivent signer avec les bons papiers, etc. Aujourd'hui, en réalité, on n'aura jamais aucun référendum d'initiative partagée dans notre pays si on ne modifie pas le processus. Alors après, savoir comment modifier le processus, ça nécessite évidemment des débats parlementaires. Il y a des choses, moi, que je souhaiterais voir modifiées dans cette proposition de loi, et ça sera peut-être l'occasion la semaine prochaine, même si, désolé d'être oiseau de mauvais augure pour monsieur le rapporteur, son positionnement 8e position de la niche de la France Insoumise ne nous laisse pas espérer franchement qu'on ait ce débat en commission en séance jeudi 24 prochain, mais il a au moins le mérite d'exister aujourd'hui dans cette commission des lois, et c'est déjà intéressant. Et je voudrais rajouter qu'il ne faut pas avoir peur du référendum. On n'a pas dans notre pays la culture référendaire. Effectivement, à chaque fois qu'on a eu un référendum, alors je suis jeune, donc je n'ai pas connu beaucoup de référendums ces dernières années, mais ce référendum se transforme toujours en pour ou contre le président de la République, etc. Parce qu'il n'y a quasiment jamais de référendum dans notre pays. Moi, je viens d'une circonscription, dans le territoire de Belfort, où à côté, il y a la Suisse. Des Suisses qui votent à peu près, au moins tous les ans, en fait, sur des sujets qui sont essentiels, sur la question des retraites, sur la question des congés payés, sur des questions essentielles, pas sur des questions qui sont accessoires. Et la presse se surprend souvent des résultats du peuple suisse, qui vont parfois à contrario des intérêts qui peuvent être individuels, parce qu'il y a une culture référendaire dans ce pays-là, parce que les Suisses ne sont pas consultés une fois tous les 10 ans pour savoir s'il faut rajouter tel mot dans la Constitution. Et du coup, le référendum n'est pas un gadget politique à la main du pouvoir en place ou à la main des opposants d'ailleurs. Ça fait partie de leur culture politique. Et je pense que notre pays, si on veut résoudre la crise démocratique qui est face à nous,
qui est partagé sur tous les bancs de cette Assemblée. Il faut bien l'entendre, si aujourd'hui il y a autant d'abstention dans notre pays, c'est que tous les partis politiques représentés dans cette Assemblée nationale sont touchés de la même façon, la majorité, les oppositions. Il ne s'agit pas d'envoyer dos à dos les uns ou les autres. Il faut qu'on retrouve aussi cette culture d'associer le peuple français à la décision politique et sur des sujets qui sont de vrais sujets, pas seulement sur des sujets annexes ou sur des sujets qui peuvent être de la communication politique. Donc à titre personnel, moi je suis favorable à cette proposition de loi constitutionnelle. Bien, monsieur le rapporteur. Merci à toutes et à tous, évidemment, singulièrement à tous ceux, d'ailleurs, quelles que soient les étiquettes qui ont exprimé leur soutien à la proposition, et merci aux autres pour leurs interrogations, que je vais essayer de lever. D'abord, je me félicite. Toutes et tous, dans vos interventions, avez défendu l'idée qu'il fallait plus d'interventions citoyennes et plus de référendums. J'y vois là une éclatante victoire idéologique des partisans que nous sommes de l'intervention citoyenne depuis toujours, y compris dès le départ de la Ve République. Mais je salue aussi l'intervention qui vient d'être faite par le représentant des héritiers du parti gaulliste, qui, fidèle à au moins la pratique référendaire, vient de dire son soutien à cette proposition de loi, preuve qu'elle est capable de rassembler ceux qui défendent la Ve République et ceux qui souhaitent passer au-delà, ce qui devait nous donner un signe encourageant pour aller vers un vote unanime, je l'espère. Vous avez, pour certains, exprimé des réserves. Je les entends. Dans ce cas-là, pourquoi n'y a-t-il pas d'amendement sur ce texte ? Peut-être y en aura-t-il en séance. En tout cas, je vous invite à le faire et nous les examinerons avec un esprit de rassemblement, comme c'est le cas depuis le début de ces travaux. Alors, parfois, certains expriment des réserves que j'ai du mal à suivre quand on nous dit, comme cela a pu être dit, qu'on craint des abus d'une proposition qu'on juge trop timorée. Et j'avoue que j'ai là un peu de mal à suivre le raisonnement de nos collègues du Rassemblement national. Mais allons au bout. Cette proposition propose de créer des droits nouveaux sans en retrancher aucun à personne. Elle peut être améliorée. Travaillons-y. Travaillons-y, nous avons un peu de temps jusqu'à la séance pour que ces choses avancent. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez regrettable à ne pas vouloir se prononcer sur le texte, mais sur le contexte. Si nous procédons de cette façon-là, alors jamais, dans cette mandature, personne ne fera l'effort d'atteindre une majorité, car personne dans cette Assemblée ne peut prétendre être majoritaire seul. Et si nous en restons au contexte, alors, quel que soit le sujet, eh bien, les uns s'opposeront systématiquement aux autres. Or, ce matin, sur la question du droit à l'avortement, nous avons fait la démonstration de la capacité à dépasser, lorsque le fondamental était en jeu, ces questions. Et je crois que lorsqu'il s'agit des droits du citoyen et de l'intervention citoyenne, on est dans le fondamental. Il y a eu plusieurs interventions pour dire qu'il fallait que cette discussion soit renvoyée à une réforme plus globale. Je ne voudrais pas être désagréable, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait à partir du texte de 2019, lorsque vous disposiez dans cette Assemblée d'une majorité absolue? Et je trouve un peu osé de venir nous reprocher maintenant de vouloir reprendre l'ouvrage alors que vous ne l'avez pas fait avancer quand vous aviez la pleine possibilité de le faire et la pleine maîtrise du métier à tisser. Donc, de grâce, avançons. Si nous votons cette proposition, c'est une proposition de loi constitutionnelle, le chemin à parcourir est long. Elle pourra tout à fait, à un moment ou à un autre, ces dispositions pourront être réintroduites d'une manière ou d'une autre dans une réforme plus globale. Ce n'est pas parce que nous nous mettrions en marche aujourd'hui que nous ne pourrions pas demain voir cette proposition renaître à l'occasion d'une révision plus grande. J'entends notamment qu'il est question d'une commission transpartisane, mais est-ce à dire que le projet de 2019 est définitivement caduc ?
Nous ne savons rien de cette commission transpartisane. Quand sera-t-elle réunie? Par qui? Avec quels objectifs? Quel calendrier? Quel cadre? A-t-elle vocation à traiter de tous les sujets ou pas? Pourquoi le Parlement devrait attendre que l'exécutif l'autorise à engager la réflexion constitutionnelle alors que nous pouvons jouer ce rôle et nous devons jouer pleinement ce rôle, y compris dans le pouvoir constituant que la Constitution nous reconnaît. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai entendu M. Legendre dire même qu'il fallait une révision systémique de la Constitution. J'ai cru qu'il allait presque appeler à une assemblée constituante, mais heureusement, la raison l'a rattrapé sans doute avant. En tout cas, nous sommes favorables à une révision systémique, mais nous ne serions pas sérieux si nous prétendions faire cette réforme systémique, là, aujourd'hui, dans une niche parlementaire, comme ça, au débeauté. Cette réforme systémique, dont nous sommes partisans, elle doit nécessairement se faire avec les citoyens. Mais elle ne doit pas empêcher d'acter des droits nouveaux au fur et à mesure que nous sommes en mesure, dans cette Assemblée, de nous accorder sur ces sujets-là. Plus précisément, M. Balanant a pointé un risque de concurrence entre les citoyens et les parlementaires. Je crois que c'est tout l'inverse, que la logique même du référendum d'initiative partagée est de rapprocher et même, je dirais, de réconcilier les citoyens et les parlementaires, les uns proposant, les autres appuyant, et nous proposons que ça puisse être fait dans les deux sens. De cette manière-là, il n'y aurait plus la possibilité pour des citoyens de dire « vous ne nous représentez pas ». Portez une initiative, convainquez, rassemblez 1 million et nous verrons, alors que des parlementaires, sans doute, trouveront à converger. Et il y a là une manière, je crois, paisible de commencer à résoudre ce qui, sinon, peut être effectivement un poison pour la démocratie, quelle qu'elle soit, représentative ou directe, si nous ne sommes pas capables de faire valoir et les droits du citoyen et les droits des parlementaires, car dans les deux cas, c'est toujours la démocratie qui perd et c'est toujours la monarchie présidentielle qui gagnerait. Enfin, plus précisément, un dernier point sur pourquoi nous ne proposons pas le RIC. Le groupe La France Insoumise a proposé une proposition de loi créant un droit au référendum d'initiative citoyenne. C'était en 2019. Et nous avons constaté qu'il n'y avait pas de majorité dans cette Assemblée pour adopter cette disposition, raison pour laquelle nous l'avons portée dans l'élection présidentielle et dans les élections législatives. Il nous semble assez clair que nous n'aurions pas davantage aujourd'hui dans cette Assemblée de majorité pour une telle proposition, a fortiori si nous n'arrivons pas à en avoir une sur le RIP, ce qui est très différent. Mais je veux quand même rappeler au Rassemblement national, qui nous fait ce reproche, que votre présidente de l'époque, Madame Le Pen, n'était pas présente le jour du vote dans l'hémicycle sur la proposition de loi créant un droit au référendum d'initiative citoyenne. Donc là encore, je pense qu'il est un peu osé et que je voudrais simplement rappeler que, en l'espèce, ni pour repousser l'absence d'une réforme globale, ni pour dire qu'il n'y a pas de RIC et qu'il ne faudrait donc pas voter cette disposition, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Monsieur Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Je pense que cette proposition de loi pour faire passer le RIP à 1 million de personnes, elle est bonne. Le référendum d'initiative partagée, elle est bonne. Et qu'elle devrait être votée largement. D'abord parce que, mon collègue Tavel l'a dit, elle constitue un premier pas pour redonner confiance aux citoyens et leur donner une place supérieure dans la vie des institutions de leur pays. Ensuite, elle devrait être votée par nos collègues de la majorité, puisqu'elle était dans le programme d'Emmanuel Macron, et que donc, vous devriez normalement appliquer ce programme-là. Je ne comprends pas très bien la position du Rassemblement national non plus, puisque cette proposition-là va dans le sens d'une amélioration du pouvoir citoyen, et dans votre intervention, ce n'était pas très clair les raisons de votre abstention, à mon sens. Et enfin, j'aimerais dire à Monsieur Legendre, qui nous a parlé du druide Mélenchon, que de temps en temps, la potion magique, c'est plutôt utile, et que compte tenu du fait que notre Constitution de la Ve République commence à avoir un âge canonique, il serait temps de la réviser. Et je veux vous citer, pour terminer, l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Vous la connaissez pas, celle-là? Celle de 1793, elle est beaucoup plus loin, et l'article 28 disait
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Vous le savez, nous sommes partisans d'une 6e République. Et là, nous proposons un petit pas en avant. Enfin, Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, juste un mot, non pas pour nous opposer, mais déjà pour nous réjouir de ce qui nous réunit. Nous sommes tous d'accord sur l'idée que notre démocratie ne va pas bien et qu'elle exige des réponses fortes. Ça n'était peut-être pas si évident que ça dans les années qui ont précédé. Deuxièmement, nous sommes d'accord pour dire que le référendum d'initiative partagée tel qu'il est actuellement ne fonctionne pas bien. Néanmoins, et je remarque que vous n'avez pas répondu à cet argument-là, il y avait dans notre proposition l'abaissement des seuils comme vous, mais des dispositions de verrou qui empêchaient l'abus de l'usage de ce référendum d'initiative partagée, dès lors, comme nous le souhaitions, qu'il était ouvert également aux citoyens. Vous nous dites, en 2019, pourquoi n'avez-vous pas été jusqu'au bout ? Nous aurions bien aimé aller jusqu'au bout. Il ne vous a échappé à personne qu'entre 2019 et 2020-21, il s'est passé un certain nombre de choses dans notre pays qui ont très fortement perturbé le travail législatif. Enfin, sur la question de la commission transpartisane, ça n'est pas un argument de circonstance que nous utilisons contre vous. Nous nous le sommes appliqués à nous-mêmes dans notre majorité. Comme vous le savez, il y a peu, nos alliés du MoDem avaient l'intention de déposer une PPL pour modifier le mode de scrutin et introduire la proportionnelle, mode de scrutin à laquelle un certain nombre de membres de notre majorité sont très favorables. Nous avons demandé, et le MoDem a accepté, de retirer cette proposition. Dans le même esprit, nous avons un débat interne à notre groupe sur la question du cumul des mandats. Nous avons aussi décidé de le refermer, précisément pour que ces questions, comme celle du référendum d'initiative partagée, soient abordées dans le cadre de cette commission transpartisane sur les institutions. Vous nous invitez à travailler sur les institutions. Nous vous rejoignons absolument. Nous allons le faire dans le cadre de cette commission transpartisane. Le débat que nous avons inauguré aujourd'hui sur le RIP permettra de venir enrichir les travaux de cette commission transpartisane. Et je parie qu'ensemble, nous arriverons à nos fins. Monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement. Sur les réserves que vous avez soulevées, la possibilité de ne pas déposer une proposition de loi qui viserait à abroger des dispositions adoptées depuis moins d'un an est déjà dans la Constitution. Alors vous proposiez de l'étendre à 3 ans. Ce n'est pas rien, mais je ne crois pas que ce soit de nature à justifier un refus. Mais là encore, proposer un amendement, et je l'examinerai bien volontiers. Vous nous dites craindre d'ailleurs que si c'est une initiative citoyenne, il y a un risque de remettre en cause plus frontalement les travaux du Parlement. Mais je voudrais vous rappeler que ce qui a motivé cette formulation en 2019, c'était le débat sur les aéroports de Paris, et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'initiative citoyenne possible. Et que donc, ce n'est pas le fait d'ouvrir aux citoyens qui devrait justifier une protection supplémentaire, ou alors il aurait fallu l'introduire dès 2008. Et en l'espèce, pouvoir limiter le pouvoir aussi des parlementaires. Vous dites, par rapport à cette commission transpartisane, que d'autres l'ont appliquée. J'attends de voir, mais ce n'est pas une excuse pour moi pour ne pas avancer. Vous ne nous en voudrez pas d'être insoumis à cette remarque. Et simplement, puisque nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un problème, tous d'accord pour le RIP, votons ce texte, votons-le tous ensemble et continuons la discussion ensuite en ayant marqué ce point. Bien, comme il n'y a pas d'amendement, je mets directement la proposition de loi constitutionnelle aux voix. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Elle est rejetée. Ah mais non, mais en fait, vous savez, enfin, vous pouvez toujours jouer, mais vous savez toujours que j'ai le décompte avec 17 voix contre et 16 voix pour. La proposition de loi est rejetée. Voilà, donc c'est rejeté. Merci à vous. D'abord, vous ne présidez pas et ensuite je vais vous donner le dernier décompte parce que c'est assez agaçant que ma parole soit remise en cause. 12 Renaissance, 3 Horizons, 2 Modem, ce qui fait 17, 3 socialistes, 3 Verts, 8 LFI, 1 GDR, ça fait 15, avec une voix LR en plus, ça fait 16. Vous avez donc pas de majorité pour faire voter cette proposition, elle est rejetée. Alors, je vous préviens, c'est la dernière fois que je le fais parce que ce genre de décompte, je le tiens en temps réel à chaque fois. À chaque fois.
Et donc, lorsque c'est voté, c'est voté. Vous en avez un exemple tout à l'heure sur la PPLC, sur l'IVG. Donc, sur ce sujet, c'est toujours un calcul qui est objectif qui est fait. Toujours.